Alors, nous avons choisi de vous proposer pour cette semaine le bunker de Tata ou la prise de Sikasso. Alors, je dois admettre que la lecture était facile. Je dois admettre qu'on se laisse rentrer dans l'histoire et je dois admettre que l'histoire est courte. Donc, c'est facile à lire et c'est agréable et en plus, c'est un pan de notre histoire. Monsieur Diarra Abou, bonjour. Bonjour, madame. Alors, et puis, ce qui m'a également plu, c'est que vous êtes jeune. Oui, on peut le dire. Oui. Je suis enseignant aussi au lycée de Tchassalé. Le Tchassalé. Et je fais un peu de journalisme, donc le tout combiné, ça peut donner ce que vous avez dans les mains. Ce qu'on a dans les mains. Parce qu'on a la caricature de l'écrivain d'un certain âge, oui, avec beaucoup de recul de la vie. Mais là, jeune, en pleine activité, oui, parce que un peu l'écrivain, des fois, on le caricature un peu comme au moment où il écrit un peu ses mémoires, oui, où il fait un peu la synthèse de beaucoup de choses. Mais là, vous êtes... Effectivement, vous avez trouvé juste parce que avant l'écrivain, c'est quelqu'un qui était très âgé, qui venait avec, dans des habits, je veux dire, d'intellectuels, grand intellectuels. Je veux dire, il n'y a pas d'âge pour écrire. On peut écrire à 16 ans, à 18 ans, comme Verlaine, comme Mamadou Koné aussi qui a écrit les phrases de Bintou en son temps à 18 ans. Et quand vous lisez cette œuvre-là à 18 ans, avec tout ce qu'on a comme savoir dans les phrases de Bintou, vous vous rendez compte de la maturité intellectuelle que peuvent avoir certaines personnes. Très bien. Alors, le bunker de Tata. Oui. Alors, on va pas tout dire, mais dites-nous un peu de quoi il s'agit. Bien, le bunker de Tata, c'est une histoire vraie, une histoire historique, identifiable, authentifiable également. C'est une histoire qui s'est déroulée dans la période coloniale dans le sud du Mali. Dans le sud du Mali, c'est un territoire qu'on appelait le Kénédougou, qui se situe dans le sud du Mali et qui prend la partie septentrionale de la Côte d'Ivoire. Donc c'est un espace où a régné le roi Tchéba Traoré en son temps. Et donc je ne fais que réactualiser cette histoire passée-là pour la remettre au goût du jour parce que l'histoire nous aide à comprendre le futur. Et donc, c'est dans cette optique-là que j'ai écrit cette œuvre-là, dans le but de permettre aux Ivoiriens, aux Africains, de savoir ce qu'était leur histoire et quelle expérience ils peuvent en tirer pour pouvoir améliorer leur existence à venir. Très bien. Et puis, où la prise de Sikasso? Bien, la prise de Sikasso, le bunker de Tata, le nom peut être ronflant, bunker. C'est juste que le roi, à un certain moment, s'est senti dans l'obligation de fermer son territoire, de sorte que les Occidentaux ne puissent pas entrer. Et donc, il a façonné un grand mur, une grande forteresse, de sorte à se protéger. Mais hélas, vous comprenez, nos armes, les anciens fusils qu'on avait, les Lassassi, ne pouvaient pas, si vous voulez, pouvoir contrecarrer l'avancée des Blancs. Donc, avec les canons, ils ont pu vraiment mettre en ruine cette balise trad-là pour pouvoir avoir accès au palais royal du roi Babemba. Alors, ce qu'on réalise également dans votre œuvre, c'est que vous l'avez écrite sous forme de pièce de théâtre. Oui. On a presque l'impression, et c'est impressionnant d'ailleurs, de vivre les scènes. Oui. C'est assez spécial. Merci. Je sens que vous avez de la littérature en vous. Et j'ai théâtralisé cette scène-là de sorte que, parce que, à mon sens, le théâtre est est un interéchange entre celui qui lit ou celui qui assiste à une pièce théâtrale. Et donc, cet interéchange-là fait que les deux parties sont parties prenantes dans l'histoire qui est en train d'être racontée. Et donc, l'effet cathartique au niveau du théâtre est un peu plus rapide que si on lisait une œuvre romanesque. C'est vrai. Oui, parce que c'est immédiat. Parce que vous verrez, avant, quand on assistait à des pièces de théâtre de M. Adé Daniel, par exemple, on était à la maison, on regardait la télé. Souvent, il y a des interjections qui sortent comme ça à la maison, au salon. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, machin. Tout ça, ça participe de cette théâtralisation-là. Donc, elle est un peu plus vivante que les autres genres littéraires. C'est vrai. Voilà. Et ce qui m'a interpellé également, c'est qu'il y a un fou dans cette histoire. Oui. Et au moment où je lisais, à un moment donné, j'imaginais le fou. Oui. Et je le voyais attrapé. Oui. Je le voyais
projeté devant le roi Effectivement. pour se justifier. Pour se justifier. Et c'est là où j'ai réalisé à quel point est-ce que vous avez réussi d'abord en très peu de lettres. Oui. Parce que vous n'écrivez pas de longues phrases. Merci dans un beaucoup. français très simple. Oui. Vous réussissez à donner de l'imagination au lecteur au point où la littérature nous emporte. Effectivement, vous avez recueilli l'élément focal, l'élément le plus important dans cette pièce de théâtre. Effectivement, le rôle du fou. Le fou en Afrique, partout dans le monde, on a l'impression que le fou, c'est quelqu'un qui est écervelé, qui est dépourvu de, je vais dire, dépourvu de sens réel dans tout ce qu'il dit. Or, il se trouve que dans cette pièce de théâtre-là, c'est pratiquement le fou le plus conscient de cette pièce de théâtre-là. Et donc, le fou, c'est la conscience morale de ce peuple-là. Très souvent, on a l'impression que tout ce que les fous disent ne sont pas, je veux dire, ne sont pas fécondés de réalité. Mais à la vérité, les fous, ils ont la liberté de dire ce qu'ils pensent. Et donc, tout ce que dit un fou n'est pas forcément folie, fou. Tout à fait. Donc, on peut Hein. ressortir. Il a des moments de lucidité. Il n'a pas de contraintes. Il n'a pas de contraintes. Quand dira-t-on? Voilà, il est un peu plus à l'aise parce que, bon, qu'est-ce qui se passe? On a l'impression que les gens sont bâillonnés un peu partout, mais le fou, il n'a pas ce retour-là. Et justement, est-ce qu'on ne pourrait pas caricaturer le fou comme la personne qui est en dehors de la norme? On peut le voir en dehors de la norme. Il est en même temps en dehors de la norme et il est en même temps à l'intérieur de cette norme-là. Voilà, et donc, l'élément, le fou en lui-même, il ne faut pas toujours le voir comme quelqu'un qui est atteint de schizophrénie, qui ne réfléchit pas. Tout à fait. Voilà, donc, et je pense que c'est perpétré jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire, quand on voit un fou, on se dit, il a peut-être connexion oui, avec l'au-delà. C'est possible. Donc, ce qu'il dit, on le prend avec des pincettes, mais on réalise qu'il peut dire des choses que nous, on ne voit pas ou qu'on ne sait pas. Jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs. Effectivement, effectivement. Donc, c'est ce que... Et même quand quelqu'un dit des choses sérieuses, quand bien même la société ne le reconnaît pas en tant que fou, mais on dit qu'il est fou. C'est vrai, on dit qu'il est fou. Juste pour ne pas que la population prenne en compte ce que vous dites. On dit c'est un malade mental. Suivez mon regard, il y a des gens très intelligents qui disent des choses, on les caricature comme étant des fous, mais à la vérité, c'est les plus intelligents du pays. Et même jusqu'aujourd'hui, même entre amis, oui, on veut plaisanter, quelqu'un sort quelque chose qui est surprenant ou choquant, on dit mais tu es fou. Oui, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Et donc c'est ça un peu la symbolique du fou dans cette pièce de théâtre-là. En tout cas, c'est une qui est vivement à recommander. Et maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi avoir choisi ce passage de l'histoire, vous spécialement, pourquoi? Bien, j'ai choisi ce pan de l'histoire-là pour que les Africains puissent s'ancrer de leur passé, s'ancrer, avoir ancrage dans leur culture, de manière à pouvoir se lancer dans le monde de l'universel. Parce que vous ne pouvez proposer des choses que quand vous-même, vous avez un substrat intellectuel, culturel. Voilà. Et à preuve, les pays asiatiques, on dit d'eux aujourd'hui que ce sont des dinosaures. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Simplement qu'ils se sont arc-boutés sur leur culture et ils ont apprivoisé, si vous voulez, les connaissances extérieures. Et donc, ça leur fait deux acquis. Vaut mieux danser sur deux pieds que sur un seul pied. On est beaucoup plus stable. Donc, moi, je souhaiterais que d'abord, on puisse être bien sur notre seul pied qui est la tradition. Parce que j'ai l'impression qu'on est complètement ankylosé, on est assis. Voilà. Et puis, dernière chose, cette œuvre confirme que les Européens n'ont pas toujours eu un rôle à relever positivement en ce qui concerne l'Afrique. Je suis d'accord avec vous, effectivement. Tout n'a pas été aussi bon. Hein. Il faut pouvoir montrer du doigt ce qui n'a pas été bon. Et donc, on a essayé de le faire, de montrer que on a voulu nous socialiser. Et ça fait que ça nous a sapé un peu un élément fondamental qui est la culture. Tout n'était pas mauvais en Afrique. Voilà, et donc c'est un peu tout ça combiné qui est dans ce petit ouvrage-là. Je l'ai fait leste pour que les Ivoiriens essaient de s'adonner un peu à la lecture. Parce qu'un peuple sans culture littéraire, sans lecture, vraiment est un peuple qui
ne peut pas avoir d'ambition sur le long terme. Sur le long terme. Voilà. Alors moi, dernière chose, dernière recommandation, je ne dirais pas ce qui s'est passé, mais je dirais que j'ai été surprise de voir comment est-ce que la prise de Sikasso s'est faite effectivement, Oui. jusqu'au moindre détail. J'ai été surprise. Parce que pour moi, ça n'existait pas vraiment, c'était pas vraiment possible, Oui. surtout pour les Africains. Effectivement. Mais on ne vous dira pas ce qui s'est passé. C'est l'occasion de lire l'ouvrage et de voir que les choses qu'on pensait être peut-être pas dévolues au peuple africain, ça s'est passé ici aussi. Oui, ça s'est passé Ça s'est ici, passé ici effectivement. Effectivement. Et donc, comme vous l'avez si bien dit, voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Moi, j'ai fait un retour historique. Je suis allé bouquiner dans des documents historiques. J'ai eu des repères. Vous verrez même à l'intérieur de cette œuvre-là que ce sont des noms que j'ai choisis qui existent effectivement. Qui existent, oui, Voilà. Et donc, l'intention, c'est de rendre réel ce qui est livresque. De sorte que les Africains se sentent, je veux dire tout le monde entier, hein, parce qu'on est aujourd'hui dans un monde interplanétaire et donc cette œuvre-là peut contribuer à, je veux dire, à travers une réminiscence, faire ressortir ce savoir ancestral-là pour entrevoir l'avenir sous des beaux auspices. Et puis, dernière chose qui me revient à l'esprit, c'est cette dualité, cette complicité jusqu'à l'extrême qu'il y a entre le roi et son griot également. Effectivement, en Afrique, c'était comme ça. Les griots, ils étaient attachés forcément au roi. Et à la vie et à la mort. À la vie et à la mort, comme Roméo et Juliette, quand un renonce à la vie, l'autre naturellement le suit. Très Et bien. c'est ça un homme. Il faut avoir de la dignité, il faut pouvoir poursuivre l'amour qu'on a jusqu'au bout. C'est ce qui fait la grandeur d'un homme. Oui, il faut mourir debout. Voilà. En tout cas, le bunker de Tata ou la prise de Sikasso de M. Abou Diarra, c'est une lecture légère, digeste, et puis qui vous plonge dans l'histoire, que nous avons un pan de notre histoire. Il vaut mieux connaître l'histoire plutôt que de l'ignorer, parce que la pire des maladies, c'est justement l'ignorance. Je vous remercie. Quel est votre mot de fin? Merci. Qu'est-ce que je peux dire à la fin? Je suis content que l'université réouvre sous des auspices de grandeur, et ça nous fait plaisir. On a bien envie de nous réinscrire dans cette université-là parce que nous y sommes passés à un moment où je tâcherai de garder la suite. D'accord. Voilà. Merci infiniment. Merci à vous et à très bientôt. À bientôt, voilà. Je vous remercie. Nous avons une transition